il y a vraiment différentes stratégies pour devenir FIRE et il y a différents objectifs FIRE. Et on peut avoir un objectif de Lean FIRE. Lean, c'est L-E-A-N. Voilà, et Lean qui s'oppose à FAT. Ouais, Lean, fat, c'est gros, maigre et ouais. FAT, c'est gros. Donc si tu as un objectif Lean FIRE, c'est que tu as un objectif de devenir FIRE, donc indépendant financièrement, avec un train de vie assez modeste. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Dernière question, en parlant de recommencer, est-ce que tu fais des cuts parfois ou est-ce que tu m'enverras le truc à la fin et je te dirai ça en coupe ou tu préfères tout? Alors là, tu vois, j'ai commencé à enregistrer. Voilà. Je t'ai piégé, tu vois. Je t'ai vu dans ton regard. Tout ça pour te dire que je fais pas de cut et que je t'enverrai pas le... Ça marche. Guillaume est tout rouge, du coup. Et que je t'enverrai pas le truc pour me dire ce que tu veux garder ou ce qu'on peut pas garder. Ok, ça m'a pas voilà. Juste avoir l'info. Le seul deal que j'ai avec mes invités, c'est que s'ils ne veulent pas que je le publie pas. Tu vois, c'est plus un respect de ça. Mais en revanche, il y a deux raisons. C'est que je veux qu'on soit au plus libre, tu vois, de faire tout ce qu'on veut, etc. Donc, de se dire, voilà, lâche-toi et puis balance-en un max. Donc, si à la fin tu me dis j'en ai trop balancé, je te dirai ok, je le publie pas. Au pire, on réenregistre si j'ai vraiment envie de le faire, ou sinon, tant pis, ça passe à la trappe. Et ça n'arrive jamais. Ou alors je publie. Mais les cuts, tu vois, le problème, c'est que tu te retrouves il y a toujours des cuts. Si tu commences à ouvrir cette boîte, c'est la boîte de Pandore. C'est tu vas avoir ton invité qui va dire là, je trouve que je dis un peu trop. Et puis du coup, en fait, je dis toujours du coup, tu vois. Et du coup, c'est chiant quand même, du coup. Hein. Donc on peut couper du coup là les 3 du coup d'affilée sur le truc. Ok. Et puis à la fin, et en fait, il passe des jours et des jours et des jours et des jours, et c'est chiant. Voilà. Et puis en plus, tu vois, une optimisation du montage qui nous écoute, qui seront les premières à nous écouter après, se diront j'ai probablement raison, même s'il y a toujours des débats autour de ça. Voilà. Bon, on a fini l'épisode, c'était sympa. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà, on est avec Guillaume Angot aujourd'hui pour cet épisode de La Martingale. On va parler de quelque chose que les habitués de La Martingale connaissent et les moins habitués pas, parce que c'est encore un mouvement que beaucoup de gens connaissent pas. On appelle ça le mouvement FIRE. Donc Financial Independence Retire Early, c'est l'idée, hein, c'est ça. Donc une indépendance financière, une retraite tôt dans la vie, en gros, voilà. C'est pour une traduction intégrale. Il y a un autre mot en français, non? Bon, la frugalité. Voilà, justement, frugalisme. Il faut pas forcément directement faire un synonyme avec frugal, parce qu'il y a vraiment plein de façons d'atteindre FIRE. Donc, on peut dire rentier, mais voilà, mon rentier, c'est pas très bien vu en France, mais ça se rapproche plus selon moi de rentier que de frugal. Ok. On a travaillé cette thématique à plusieurs reprises sur La Martingale avec notamment un invité qui est une sorte d'icône dans ce mouvement FIRE en France, qui est Victor Lerat. Oui. J'ai fait un épisode avec lui notamment vraiment sur un des premiers sur la retraite à 40 ans et puis le deuxième qu'on a fait avec aussi d'autres invités pour un peu comparer. Là aujourd'hui avec toi Guillaume, on va parler notamment des différents. Alors on va parler de ton expérience parce que c'est intéressant d'avoir une autre expérience et de comparer tout ça. On va parler des différents mouvements FIRE. Parce que tu m'as expliqué qu'il y avait en fait ça grossit tellement qu'il y a on va dire différentes lignées quoi hein, et enfin moi j'aimerais aussi parler alors si j'ai bien compris dans mes échanges avec Victor, il y a différentes poches dans tes revenus de FIRE. Il y a différentes stratégies, il y a économiser beaucoup, il y a investir en bourse, il y a investir dans l'immobilier, il y a évidemment aussi, alors pas évidemment, mais avoir souvent un side business, ça reste quelque chose de très important.
Moi, j'aimerais creuser 2 choses là-dessus notamment. C'est la bourse, parce qu'en fait, le mouvement FIRE est vraiment apparu à un moment où la bourse était très bas et puis elle n'a fait que monter depuis, donc jusqu'à il y a 2-3 mois. Donc du coup, que se passe-t-il quand ça baisse? Est-ce qu'on panique? Est-ce que en fait tout s'effondre et ça marche plus? Voilà. Et l'autre sujet potentiellement, c'est un peu la même chose potentiellement autour de l'immobilier, quoi. Du coup, il y a quand même des petites incertitudes sur l'avenir de l'immobilier, comment on se positionne là-dessus. Et si un des points aussi que je voulais voir avec toi était sur ce side business. Il y a beaucoup de side business qui sont du coaching de mouvement FIRE. Donc si on est tous coach de FIRE, tu vois, à un moment en fait, bon, ça fait une bonne grosse pyramide, tu vois. Mais je me dis jusqu'où peut-on aller sur ce truc-là? Alors Victor, en l'occurrence, il était sur des restaurants et d'autres choses. Et il me semble, il n'était pas là-dedans. Enfin, il vendait quand même des livres autour de ça. Donc oui, et des formations. Et des formations. Donc du coup, évidemment, tu te dis bon, on peut pas tous être Guillaume Mongo ou Victor Liora. Voilà, ça te va comme programme? Ouais, très bien. Cool. J'espère que tu as 2 ou 3 heures devant toi. Non, j'ai pas 2 ou 3 heures, mais je saurais être synthétique. Voilà, et moi aussi. Plus sur la martingale que sur Génération Do It Yourself. Mais voilà, je suis vraiment très content en tout cas de faire cet épisode avec et moi aussi. Toi, tu es Lean FIRE. Ouais, c'est ça. Donc, on commence pas. Partage-moi ces 3 mouvements Lean FIRE et après partage-moi si tu veux bien, Guillaume, ton expérience à toi. Ouais. Donc, enfin, les 3, il y a vraiment différentes stratégie pour devenir FIRE et il y a différents objectifs FIRE différents. Donc là, on va parler des objectifs et on peut avoir un objectif de Lean FIRE, donc forcément, enfin, c'est un mouvement qui vient des US, donc c'est voilà. Lean, c'est L-E-A-N. Voilà, et Lean qui s'oppose à FAT. Lean, fat, c'est gros, maigre et FAT, c'est gros. Donc si tu as un objectif Lean FIRE, c'est que tu as un objectif de devenir FIRE, donc indépendant financièrement, avec un train de vie assez modeste. C'est une vraie frugalité quand même, du coup, c'est un peu l'idée. Voilà, donc une frugalité. Ensuite, voilà, il y a à l'opposé du spectre, t'as le fat FIRE, donc à l'inverse, voilà, tu veux vraiment avoir un train de vie important. Victor parlait notamment, lui, il parlait d'avoir un peu plus de 40 ans, mais son objectif c'était d'avoir un revenu de 8 000 € par mois. Donc là, tu es dans du fat FIRE, j'imagine. Oui, clairement, voilà. Après, il n'y a pas de définition précise mathématique et tout, oui, mais au-delà de 5 000, au-delà, oui, okay. On peut considérer que c'est du fat. Et au milieu de tout ça, enfin, il y a plein de versions un petit peu différentes qui se sont développées effectivement, comme tu l'as dit, parce que le mouvement lui-même a grandi, enfin, qui est très présent aux US et qui est un peu plus niche aujourd'hui en France, mais qui apparaît. Et donc, tu as un exemple, par exemple, le Barista FIRE. Lui, là, c'est vraiment, ça vient des US parce que il y avait Starbucks et Starbucks à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu pouvais travailler en part-time, donc vraiment à temps partiel, être embauché à temps partiel et avoir une couverture sociale complète. Okay. Donc c'était super pour des gens qui se définissaient du coup comme Barista FIRE. On pourrait les appeler FIRE trompette aussi, sinon un peu qui n'ont pas réussi vraiment, non j'exagère. Non mais c'est une voie comme une autre quoi. Mais bien sûr, de se dire voilà, je travaille que 10, 15, 20 heures par semaine et à côté de ça je suis libre quoi. Si ça permet d'atteindre la liberté plus vite, peut-être que certains préféraient cette stratégie là quoi. OK, oui, non mais on est en effet dans une approche très différente qui est de se dire en fait j'ai des fondamentaux, notamment potentiellement ma santé et un certain nombre de choses que je veux couvrir par un minimum de travail et le reste du temps en effet je le couvre le reste des choses je le couvre avec des revenus passifs que je vais essayer de travailler. J'imagine que les Barista FIRE ont quand même des revenus passifs quelque part. Voilà, oui, des revenus passifs ou alors une épargne importante dans laquelle ils peuvent taper, etc. Ok. Donc toi tu fais partie de Lean FIRE. Ouais, moi je suis plutôt lean effectivement, parce que sur le curseur entre la liberté et l'argent, j'ai vraiment préféré la liberté. Donc je suis parti, on va dire, de mon emploi salarié le plus vite possible, tout en étant pleinement conscient. À quel âge ? Là j'ai 36 ans, je suis parti il y a 2 ans, okay. À 34 ans. Donc j'étais pleinement conscient à l'époque que ça voulait dire que mon train de vie à venir en tant que FIRE serait pas mirobolant. Pour reposer les bases, juste à 34 ans, tu as quitté ton job chez EDF. C'est ça, ingénieur-chercheur. Et ingénieur-chercheur. Tu me raconteras combien tu gagnais, comment, etc. Aujourd'hui, tu touches plus rien de l'État ou quoi 2 ans après, t'as pas de chômage. Oui, même 2 jours après, je touchais plus rien. Ok, t'as pas fait de rupture conventionnelle, t'as fait une démission. Ok. Ouais. Enfin, c'est pas une démission non plus, c'est un congé création d'entreprise. Ok, donc
tu es rentier depuis que tu as 34 ans ou retraité ou je sais pas. Oui, c'est ça, ouais. Je suis retiré ou rentier ou effectivement, ou indépendant financièrement. Et ta femme ne travaille pas? Ma femme travaille, mais voilà, elle apporte. Ouais, t'es homophobie quoi en fait. Voilà, c'est ça, je suis dépendant. Donc elle travaille à temps partiel, on pourrait dire. Ok. Et donc voilà, elle apporte sa part, mais moi j'apporte la mienne aussi. Okay. Voilà. Pourquoi on pourrait dire à temps partiel parce qu'elle travaille que. Bah elle est freelance, donc c'est difficile de chiffrer précisément, mais de fait elle travaille pas 35 heures par semaine. Ok, loin de là. Voilà, beaucoup moins. Donc. Ok. Raconte-moi un peu ce changement justement pour que je le comprenne. Alors. Pour venir sur le Lean Fire, moi, ce qui m'effraie presque, c'est que il me semble bien que c'était dans un épisode avec Victor, mais dans certaines phases de ta vie de Fire, quand tu prépares, on va dire, ta retraite, ton retrait au moins, bon, évidemment, tu passes par ces moments désagréables où tu es au resto et tu dis, alors moi, j'ai pas pris de vin, ou si j'ai pris un verre de vin, mais moins cher que le vôtre, les gars, donc du coup, je paye que mon verre de vin comme ça. J'en ai pris qu'un, évidemment, j'ai pas pris d'entrée, et puis j'ai pas pris, donc pour moi, ça fera 12,72 €. Autant pas au resto, quoi. Voilà, et puis pour vous, ça fait 42 €. Salut. Et voilà, donc tout le monde te regarde bizarrement. Il y a un côté... vraiment barre de fer, radin, tout ce qu'on peut dire. Après, ça se défend. T'es dans et c'était très bien défendu à l'époque. T'es dans une approche différente de la vie. Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Mais donc, quand on me dit Fire, donc maigre, lean, je me dis jusqu'où ça va, tu vois. Okay. Un peu peur. Alors, bon, plusieurs choses déjà. On pourrait dire que c'est un stéréotype. Il faut vraiment pas relier la frugalité avec la radinerie. Et deuxième chose, il faut vraiment distinguer donc l'objectif, donc lean, fat, barista, tout ce que tu veux, l'objectif de quelle sera ma vie plus tard, une fois que je serai Fire, et les stratégies que je mets en œuvre pour y arriver. Okay. Typiquement, Victor, peut-être qu'il a cet objectif fat et que du coup, il s'est dit, pour atteindre plus vite cet objectif fat Fire, je vais être pendant quelques années frugal. Mais mon objectif à terme, c'est justement d'augmenter beaucoup mon train de vie, quoi. Sachant qu'on l'a vu dans d'autres épisodes, mais toute économie, enfin avec les intérêts composés, plus jeune tu fais des économies, beaucoup d'économies, voilà. Plus vite et tu vas gagner beaucoup d'argent grâce à ces économies, voilà. et beaucoup plus tard. C'est l'idée aussi. C'est ça aussi. Donc vraiment chaque euro qu'on peut mettre de côté très jeune vaut le double, le triple, le décuple, avec voilà l'effet des intérêts composés, la boule de neige qui grossit. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte en effet. D'où l'intérêt effectivement voilà d'être frugal au début et puis ensuite c'est pas parce qu'on est frugal au début qu'on va nécessairement se diriger vers un lean fire, quoi. Okay. Mais en gros si t'es frugal au début et que tu souhaites te diriger vers un lean fire, c'est la façon de le faire le plus vite possible, quoi. Ok. Si je reprends alors ton exemple, tu t'en es rendu compte rendu compte tôt, toi, que t'avais envie de partir dans cette voie? Pas forcément, même non, enfin du coup la réponse est non. Tout simplement parce que je sais pas, ça me paraissait trop éloigné. Je me suis jamais plongé dans les calculs, chose que j'adore faire, des calculs et l'optimisation et regarder où en sont mes finances, etc. Mais j'avais jamais projeté sur loin. Et j'ai découvert le mouvement Fire au milieu des années 2010. Et là, je pense que j'ai commencé peut-être à me dire pourquoi pas moi, etc. Et ensuite, la vraie accélération, ça a été 2018 avec l'immobilier. Pareil, j'avais mis complètement de côté l'immobilier jusque-là, alors que c'était pas pertinent de le mettre de côté. Et du coup, j'ai découvert ça en 2018. L'aspect investissement immobilier, parce que j'avais acheté ma RP avant, mais l'aspect résidence principale, ouais, ok. L'aspect investissement. Et là, à partir de là, ça a vraiment accéléré. Et du coup, j'ai commencé à faire des tableurs et tout, et à me projeter sur loin. Et au-delà de te projeter, t'as acheté en 2018 aussi? Oui. Et t'as acheté quoi? J'ai acheté des appartements. Petits, gros, ou quel prix, combien? Donc moi, j'étais en Île-de-France à l'époque. Ouais. Et du coup, j'ai acheté plusieurs, au fur et à mesure, j'ai acheté plusieurs appartements dans le but de faire des colocations, mais finalement pas uniquement. Les premiers n'étaient pas des colocs. J'ai fait un peu de tout. Du coup, j'ai du nu, j'ai du meublé, j'ai des colocs. Et c'est quoi? C'est quelle taille? Ça représente combien? C'est quoi le premier? Quelle taille? Quel prix? En gros, les 6 apparts que j'ai maintenant se ressemblent un petit peu. Enfin, ils ont tous été achetés autour de 200 000.
Ils sont en Île-de-France, mais pas à Paris. Ils sont connectés au métro ou RER. Et il y en a qui sont plus grands que d'autres parce que le prix au mètre carré est plus faible. Et du coup, dans lequel j'ai pu faire des colocs. Et d'autres qui sont plus petits. C'est des meublés classiques. Donc 6 appartes, 1,2 million en gros en moyenne, ça fait, enfin au total, pardon. 6 appartes, si je suis ce que tu me dis, tu as commencé en 2018, tu as dû arrêter en 2020 puisque on est en 2022 et que tu peux encore emprunter quand tu travailles plus? Non, effectivement, je me suis arrêté en 2020. Donc tu as fait 6 appartes en 2 ans? Ouais, enfin... j'en ai fait 5 en 2 ans, ouais. J'en ai fait 5 en 2 ans. Mais sachant que voilà, je suis associé sur ces 5 apparts-là, justement, à moitié-moitié. Ok. Ouais, vous êtes bien arraché quand même, 5 en 2 ans. Oui, tout à fait. On a fait une centaine de visites en 1 an, 18 mois, quoi. Donc, oui, c'est du. Tu peux me raconter rapidement cette aventure? Comment tu fais ça à deux, une centaine de visites en 18 mois? Parce que, enfin, genre, vous vous êtes dit avec un de tes potes ou quelqu'un avec qui tu bosses, vas-y, on y va. Vous avez un plan, un cahier des charges très précis? Qui s'est affiné au fur et à mesure de la recherche. Au début, on savait pas trop. Enfin, moi, je m'étais du coup, à partir de 2018, je me suis vraiment beaucoup renseigné sur le sujet. Et j'ai pu m'associer avec quelqu'un qui, lui, a pu apporter les fonds. Mon frère, en l'occurrence. Les fonds et aussi sa vision plus business, entrepreneuriat, etc. Parce que du coup, ça devient de l'investissement à la chaîne. Et donc, vraiment, on peut faire des parallèles avec l'aspect business. Et du coup, ouais, on s'est dit, on y va, go. Et on cherche un peu de manière justement industrielle, donc des alertes de partout et la réactivité qu'il faut dans ce milieu et dans cette zone de France pour pouvoir trouver. C'est quoi le cahier des charges que tu as à la fin? Enfin, tu me dis, on l'a affiné. Oui, on l'a affiné parce que donc au début, comme je t'ai dit, en fait, on a même fini par acheter un appart qui était un 2 pièces, donc qui pouvait pas permettre la coloc. Et on s'est rendu compte que la coloc, ce serait plus de rentabilité, plus de cash flow. Et donc voilà, on a affiné et on a fini par à chaque fois que j'appelais des agents, je m'en souviens encore, bien sûr, je disais on cherche 3 chambres ou plus à 10 minutes à pied des transports en commun. Ok. Peu importe où en région Île-de-France, quoi. Voilà, exactement. Ça. Et du coup, on a fait un peu partout. Ouais. Mais du coup, t'allais taper des visites à Babelwed, non? Ouais, tout à fait. Alors après, on était très sélectif sur. On évitait de se déplacer pour rien. Mais malgré tout, ça reste de l'immobilier et de fait, on a passé quelques heures dans. Tu achètes avec ton frère en SCI ou en indivision. En indivision. On a fait ça simple et rapide aussi. Enfin, quoique c'est pas très long de créer une SCI, mais on a fait simple en tout cas et pareil, pas cher. Enfin. Et lui apporte les fonds pour l'apport? Alors non, lui, on est vraiment à 50-50. Ouais. Sauf que grâce à sa présence, on pouvait emprunter. Ok. Toi, tu pouvais pas chez EDF ou tu pouvais pas parce que tu étais parti à la fin? Non, je pouvais pas en étant chez EDF parce que j'avavais déjà ma RP et un premier bien locatif. Ok. Et, j'étais au max. Quoi. Ouais. Ok. Et là-dessus, t'as découvert des loups, des choses. Qu'est-ce que t'as appris qu'il fallait pas faire? Ouais, c'est sûr, on a vu pas mal de choses. Mais je sais pas, je pourrais dire plein de choses. Mais par exemple, il y a des occasions ou des choses qui nous paraissaient vraiment très intéressantes, qui nous sont passées sous le nez. Jusqu'à très très tard dans l'avancement des négos. Le pire ayant été la veille du compromis, le notaire qui m'appelle et qui me dit finalement le vendeur souhaite plus vous vendre, quoi. Et de fait, on n'avait rien signé, on n'avait rien fait signer au vendeur, donc il n'était pas, engagé. C'était pas sympa, mais il pouvait nous faire ça, quoi. Et pourquoi il a pas vendu? Il a voulu plus cher. Il a trouvé quelqu'un sans doute qui va acheter plus cher, quoi. Et du coup, il faut faire quoi là-dessus? Il faut lui faire vendre. Faut faire signer, effectivement. Le mieux, c'est de faire une offre et qu'elle soit contre-signée. Donc, une offre contre-signée, même un mail ou un truc comme ça, mais qui soit contre-signé. Tu lui dis, signez-le et renvoyez-le mieux. Moi, ok. Ouais. Très bien. Avant d'aller chez le notaire, quoi. Oui. J'ai dit du coup tout à l'heure. Je vais le coup. D'accord. Très bien. Très intéressant de voir ça finalement aussi... entre guillemets tardivement. Moi, je fais partie aussi de ces gens comme toi qui se disent je n'ai acheté mon premier bien immobilier qu'à 29 ou 30 ans, je sais plus, et je trouve ça très tard. En fait, j'aurais tellement aimé le faire à 24 ou 25, parce que je l'aurais déjà payé, tu vois. En parallèle à ça, du coup, tu t'es mis à quoi? Oh la vache, c'est dur. Hein. Tu t'es mis à quoi? Bourse, side business? Oui. Et comment par rapport à EDF, justement, et à ton départ? D'accord. Alors moi, depuis très longtemps, les premières économies que j'ai pu me faire, en fait,
je suis payé depuis 2006 parce que j'ai fait normal et à normal on est payé, normal sup. Ensuite j'ai fait une thèse, donc j'ai fait des études très longues, mais pendant une bonne partie desquelles bien payé. J'étais payé. Non, c'est pas bien payé, mais c'est bien quand tu es étudiante à peine 20 ans et tu as plus de 1 000 euros, c'est cool. Donc voilà, j'ai pu commencer à accumuler de l'argent et donc je m'intéressais aux placements financiers. Comme je t'ai dit, j'ai mis vraiment de côté l'immobilier. Bon, peut-être aussi au début parce que tu peux pas emprunter quand tu es dans ce genre de statut, mais voilà, j'avais vraiment pas du tout considéré cet aspect-là. J'étais que sur les placements financiers et donc un peu la bourse, l'assurance vie, enfin tout ça. Après, moi, je suis d'un naturel curieux, donc j'ai vraiment brossé, j'ai regardé tout ce qui pouvait se faire et j'ai mis des billes un peu partout. Mais j'ai commencé à le faire en fin 2006, début 2007, donc c'était pas forcément la bonne période. Et ça dépend si tu as continué à le faire après. Ouais, c'était la bonne personne. Non, et donc si à tu l'époque, continues à le faire au début de la crise jusqu'à la fin de la crise, ton DCA depuis. Mais là non, j'ai vraiment j'ai appris en faisant des erreurs et là pour le coup j'ai beaucoup appris. Et donc ça, voilà, jusqu'en 2015, fin 2015, j'achète mon premier appart, mais c'est ma RP, vraiment truc classique et j'avais pas plus réfléchi que ça. Et c'est seulement en 2018 que les choses ont commencé vraiment à accélérer. Une résidence principale à Paris, tu étais à ce moment-là? J'étais en région parisienne. En région parisienne, enfin, ce sont des choses qui ont pris beaucoup de valeur aussi. Oui. Surtout, j'imagine que tu l'as revendu si t'es parti depuis. Eh ben non, je l'ai pas revendu parce que justement, c'était ma toute première RP et on a déménagé à quelques centaines de mètres, mais on a gardé... C'est mon premier move en fait justement en 2018. Je quitte ma RP, j'en achète une autre et je me dis je vais garder le premier appart et le mettre en location. Okay. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à réfléchir. Quoi. Ouais. Un normalien, ça gagne beaucoup en revanche. Une fois que tu arrives chez EDF. En fait, quand t'es normalien, souvent soit tu vas enseigner. Ouais. Bon, les enseignants, on sait que ça gagne pas des masses. Soit tu vas faire de la recherche. Et en fait, la recherche aussi en France, c'est pas top. Et donc moi, j'étais dans le privé, certes, mais dans la recherche. Dans le privé, EDF, oui. Excuse-moi. Oui, ça l'était, ça l'est encore aujourd'hui. Fonctionnaire, c'est vrai. Ça ne sera peut-être plus dans quelques semaines, mais une petite fenêtre du privé d'EDF. Voilà, c'est ça. Et mais bref, en tout cas, voilà, la grille de salaire était assez très modeste en fait par rapport à. En gros, j'ai commencé à 2002-2003. Ah normalien, c'est vraiment le piège. T'es content, c'est prestigieux, tout le monde te dit c'est une tronche. Non mais en fait, faut aller aux US. Faut aller aux US ou faire de la finance de marché. Non, il y avait plein d'options que j'ai pas choisies, que j'ai pas prises. Bon, ok. Non, parce que j'essaye de trouver la faille, tu vois. Je me dis, attends, il y a bien un moment, il gagnait 8 000 euros par mois. Non, alors, et voilà. Et du coup, c'est un message que je veux vraiment faire passer, c'est que moi, j'ai réussi à devenir FIRE. Tu gagnais combien? Dis-nous, tu gagnais combien? C'est ça, je te dis, au fait de ma carrière, je pense que j'étais à 2500. Ouais, d'accord. Donc, en région parisienne, pour quelqu'un qui a un bac plus, voilà, plus 10, mais plus 10, oui, t'étais vraiment pas sur un truc de fou. Ouais, tout à fait. Et, donc voilà, le message que je veux faire passer, c'est qu'on peut devenir FIRE, sans gros revenus, sans héritage, sans gagner au loto, mais en travaillant. Et donc quand je dis travailler, il y avait l'aspect EDF, mais l'aspect vraiment aussi investissement immobilier. C'était du boulot, du temps, etc. Et en ayant aussi, en appliquant la stratégie qui te convient en fait. Et moi, en l'occurrence, la frugalité me convenait tout à fait. En fait, c'était naturel pour moi. Ça l'est d'ailleurs toujours. Je suis pas un grand consommateur de choses et autres et du coup je mets de côté une bonne partie de mon salaire, je mettais de côté une bonne partie de mon salaire et donc ça aide à entretenir. Et pareil, ça veut dire quoi pour comprendre c'est vrai que moi je me considère comme frugal par rapport à beaucoup de mes potes, mais parce qu'à côté de toi je suis juste je suis probablement un espèce d'allumé total, tu vois, mais sur je sais pas, soit sur le revenu global de votre couple, soit sur le tien, est-ce que ça représentait comme économie? Je pense que à EDF, je mettais de côté un peu plus de la moitié de mon salaire. Avec tes remboursements d'emprunt en plus en parallèle. Ouais. Ok, donc vraiment tu dépensais. Ouais, je dépensais peu. De la nourriture, quoi, à peu près. Ouais, non mais tu vois. Un peu de chauffage. ouais. Puis on faisait des voyages. Enfin, nous, on avait pas du tout l'impression de se priver. Voilà. Ok. Ouais, ça fait donc ça fait quoi, plus de 1 000 euros par mois, quoi, que tu arrives à mettre de côté. Ouais. Ok.
Oui, donc sur quelques années, ça grimpe assez vite. Et cet argent, tu le mettais donc soit en apport dans d'autres appartes, comme tu le disais tout à l'heure, soit en bourse un peu toujours. Oui, alors après, je me suis remis à la bourse assez tardivement. Crypto, tout ça. J'ai commencé les cryptos très récemment seulement. Donc c'est surtout bourse, assurance vie. Et pour l'apport, on essayait de le limiter au maximum, parce que à cette époque, c'était encore relativement facile d'emprunter à 100-110%. Donc on se privait pas de le faire. 110%, je le rappelle, c'est que tu comprends les frais de notaire et potentiellement une partie des travaux, c'est ça Ouais, c'est ça. Et après, même plus, du coup, 120-130% si tu as des travaux, ce qu'on a pu faire aussi. Et du coup, tu mets vraiment zéro apport. C'est cool. Et surtout avec les taux qu'il y avait, c'était vraiment une super fenêtre, effectivement, pour avoir cette stratégie. Après, il y a toujours des possibilités aujourd'hui. Faut pas se dire c'était mieux avant et du coup, je peux plus rien faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu crois, de différent? Est-ce que toi, tu es en train de regarder les plans actuellement, justement, IMO, ouais? Bah moi du coup pour moi je suis vraiment je peux plus emprunter auprès des banques moi j'ai arrêté, je suis très content du parc immobilier qu'on a et on le fait vivre et voilà, c'est très bien. On souhaite pas le faire grandir particulièrement. Moi je regarde un peu mais pour m'amuser aussi près de chez moi parce que donc maintenant j'ai déménagé à la campagne pour faire un petit Airbnb ou un truc pour continuer à apprendre, toujours pour satisfaire ma curiosité aussi. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui débute et qui a une capacité d'emprunt, il est toujours temps de faire quelque chose. D'ailleurs, il est même plus que temps de le faire assez rapidement parce que les taux vont monter. Ou alors de se dire j'attends et ça va peut-être baisser, etc. Mais c'est ce qu'on appelle du timing, essayer de timer le marché. Et a priori, on ne sait pas trop le faire. Donc, vaut mieux s'y mettre tout de suite, profiter des taux qui sont encore très bas et même très bas par rapport à l'inflation qu'on a. Et y aller. Et ensuite, après, l'immobilier, c'est extrêmement vaste, c'est un univers. Donc, chacun prend la stratégie qui lui correspond le mieux. Le nu, le meublé, le Airbnb. Et de tes apprentissages, combien de temps il faut entre le moment où tu réalises que tu voudrais t'engager dans cette voie ou mieux ta décision et le moment où tu peux le faire, sachant que tu pars pas t'as pas de fortune et t'as pas de... Toi, t'as mis 2 ans, c'est ça, à peu près? Mais parce que tu avais déjà quand même mis pas mal de côté. Oui. Si tu pars avec zéro, si je sais là, des gens nous écoutent, ils se disent mais moi aussi en fait je vais être FIRE. Tu peux pas te dire bon ok je le fais demain, sauf si tu as déjà commencé vraiment. Là tu vois, je vois il y a un phasing sur les investissements immobiliers, il y a quand même cet argent de côté. Est-ce qu'il y a des techniques que tu peux me donner? Est-ce qu'il y a des alors les stratégies pour devenir FIRE, les 3 gros piliers, c'est effectivement la bourse ou plus généralement les placements financiers, parce qu'il y a aussi la crypto, etc. Les cryptos. Donc les placements financiers. Ça peut être non, ça peut pas être le private equity. Ça doit être quand même la bourse. L'idée de cette poche-là, elle est pas d'être toujours disponible quand même, plus ou moins, ou... Alors, encore une fois, ça dépend des situations de chacun, mais a priori, si justement tu débutes avec vraiment pas grand-chose et ton FIRE, de toute façon, il pourra pas être avant 5 ans, eh bien, tu peux te dire, voilà, je mets une partie en bourse. Mais donc, les 3 piliers, c'est bourse, immobilier et entrepreneuriat. Et si tu as beaucoup de succès dans l'un de ces piliers, ça peut aller très vite. Mais il y a aussi un peu le coup du biais du survivant. Oui, on peut trouver des gens qui ont fait le truc en quelques années, quoi. Sachant que le beaucoup de succès sur un de ces 3 là, il arrivera probablement sur le premier ou le dernier. Je veux dire, l'immobilier, tu peux acheter un truc, je te parlais de ce bureau ou de choses comme ça, très très bas et le revendre très très cher, mais à la fin, si tu gagnes, en tout cas quand t'es jeune et que t'achètes ton premier appart, si tu gagnes 20 ou 30 000 euros net, c'est déjà énorme, tu vois, tu vas pas gagner, alors que sur une crypto ou un bon Tesla bien choisi ou une action, voilà, tu peux quand même aller chercher, ou même de l'entrepreneuriat, tu peux aller chercher un moonshot, quoi, un truc qui va te stratosphériser. Ouais, ça effectivement, sur la plus-value rapide, effectivement, c'est plus, on va dire, la bourse ou l'entrepreneuriat, mais et encore, l'entrepreneuriat, ça peut prendre du temps à développer, etc. La plus-value lente et latente, c'est plus sur l'immobilier. Mais sur l'immobilier, tu peux avoir du revenu passif. Tu peux avoir beaucoup de revenus passifs assez rapidement. Et là, il faut vraiment, travailler énormément, mais en mode Airbnb, voire sous location Airbnb. C'est vraiment des niches. Tu achètes pas le bien. J'ai reçu sur ce podcast, il me semble que c'était qu'est-ce qui m'a parlé de ça, qui louait des appartements
je vais retrouver ça tout de suite, mais qui louaient des appartements dans différentes régions et qui les sous-louaient. Voilà, en accord avec le propriétaire, évidemment. Avec le propriétaire, mais voilà, il faut faire attention. Voilà, super épisode d'ailleurs. Il y a vraiment plein de stratégies et il y en a qui permettent d'aller vite, quoi. Mais forcément qui sont probablement plus risqués. Donc oui, chacun peut choisir ce qui lui convient et en tout cas en France, je pense que c'était Delphine Pinon, pardon. Peut-être, je crois que c'était une femme en effet. Qui a le podcast richissime. En tout cas, la bourse permet en France de bénéficier du levier du crédit. Pas que en France, mais en France, les conditions de crédit sont excellentes. Le taux fixe, c'est extraordinaire. Et on peut emprunter, on peut toujours d'ailleurs, mais emprunter à 110%, c'est vrai, c'est juste fou, quoi. Donc ça apporte des rentabilités qui sont extraordinaires. Et une autre encore stratégie pour avoir des plus-values assez rapides, c'est l'achat-revente, typiquement de l'ARP, parce que là c'est une niche fiscale pareille. Je reprends à chaque fois, mais l'ARP, oui, pardon. Il y a la niche fiscale de la plus-value de revente de résidence principale n'est pas taxée, ce qui est assez unique aussi. Et si ta famille est prête, en effet. Voilà, c'est ça. Donc c'est forcément des sacrifices. Ça va, mais en effet, ça tu peux le faire autant de fois que tu veux. Voilà, si t'es un peu bricoleur, tu revends. Voilà. Et là, ça peut aller très vite. Et ensuite, tu as suffisamment de cash pour devenir marchand de biens, par exemple, et l'expérience du coup d'avoir acquis pour revendre derrière rapidement. Tu deviens marchand de biens et ça peut aller très vite. Alors, faire attention parce que typiquement, un marchand de biens, pour moi, alors j'en connais certains qui ont des vies cool, d'ailleurs, et qui gagnent beaucoup. Mais je peux pas les considérer comme FIRE non plus. Ils sont pas du tout retraités, quoi. Oui, c'est du boulot. Non, c'est du boulot. Voilà. C'était juste une stratégie pour ensuite aller vite et atteindre un FIRE relativement rapide. Et alors, quand tu es lean FIRE aujourd'hui, toi, ta vie, je reviendrai un peu je vais finaliser cette question de combien de temps il faut, mais on a vu, ça peut aller de 0 si tu avais vraiment privilégié à, faut quand même compter 2-4 ans, je pense, pardon. Ah ouais, c'est un grand minimum même. Enfin, là, on parle de cas vraiment qui se sont bien déroulés, etc. Mais sinon, effectivement, 5-10 ans. En fait, toi, t'étais FIRE, avant de le savoir. Tout à fait. Ouais, j'étais même frugal à l'insu de mon plein gré. J'étais Monsieur Jourdain de la frugalité et du FIRE. Quand j'ai découvert FIRE, j'ai fait oui, ça me parle. Je vois tout à fait de quoi il s'agit. C'est juste que je connaissais pas. Et tes potes, ils te le disaient, genre, ils te disaient pas, t'es une barre de fer, mec. Non, ils sont sympas, mais ouais, ça a dû créer 2-3 sourires par-ci par-là. Ouais. Mais et par exemple, je sais pas, parce que quand tu habites en région parisienne, on t'invite au resto, tu y allais pas parce que tu n'avais pas envie de dépenser, par exemple? Non. Tu y allais pas parce qu'on t'invitait pas. Ah, en plus, t'étais con. Merde. Non, ça c'est un des rares trucs justement que j'appliquais, c'est qu'il faut pas que ça intervienne, enfin que ça complique mes relations, interfère dans mes relations sociales. Ok. C'était moi, quoi. Je me privais moi, et encore me priver, justement, moi j'avais pas l'impression de me priver, quoi. Encore, en revanche, comme Orelsan, tu prends pas de bouteille en boîte parce qu'à Carrefour c'est assez 20 balles, comme il dit. Ouais. C'est ça, tu vois pas la ref? J'ai pas la ref, mais la boîte, non, c'est pas trop pour moi. Très clair. Ouais, non, j'allais dire, du coup, aujourd'hui, ta vie ressemble à quoi? Combien tu te permets de dépenser, ou combien tu gagnes, est-ce que tu essayes encore de mettre de côté? Tu peux me raconter un peu? Ouais. En fait, je vais même repartir plutôt en mi-2019, quand on a vraiment décidé avec ma femme justement d'avoir ce projet aussi, de changer de région, etc. Et donc moi de quitter mon emploi, mon CDI. C'est parce que moi j'étais devant mes tableurs et j'ai vu que c'était possible. Et juste le fait de voir que c'était possible, tout de suite j'ai été vraiment très très attiré par ça. Par cette liberté, on va dire. Et sauf que du coup mon tableur, j'avais fait des prédictions sur mon train de vie futur, qui était très semblable au train de vie en fait que je menais déjà à l'époque. Et depuis, donc ça fait depuis 2020, la réalité c'est mieux passé que les prévisions que j'avais fait volontairement pessimistes. Donc c'est cool, tout va bien. Et du coup, on a un train de vie qui nous correspond tout à fait. Maintenant on a une voiture, on est à la campagne, donc c'est très différent aussi. Mais on vit super bien. Enfin, nous, on est très très contents de ce qu'on a. Et de l'équilibre aussi, voilà, entre temps professionnel et temps, c'est même pas vie, parce qu'on est tous les deux freelance du coup, donc on bosse de chez nous. Voilà, après je sais
parce que je peux te... T'inquiète, je vais te dire ce que tu vas pouvoir me dire. Ouais. Déjà, je note que tu as une voiture et que je t'ai appris tout à l'heure que tu sais désormais où se trouve le réservoir, puisque... Voilà, il y a la petite flèche. Il y a la petite flèche à gauche ou à droite de votre petite jauge sur votre tableau de bord. Non, les questions, c'est que par exemple, là, tu dis je suis free ou j'ai un job. Donc, entre rentier, tu vois, le rentier puriste ou retraité, et tu vois, s'il y a une petite frontière floue. Oui, je peux expliciter. Vas-y. En fait, moi, quand je suis parti, donc encore une fois, sur mes tableurs en 2019, j'ai fait mes projections. J'étais parti vraiment avec des hypothèses donc pessimistes où moi, je rentrais zéro. Enfin, j'avais pas de side business, voilà. Et j'avais pas de cash flow immobilier non plus, zéro. Et je vis juste sur mon cash. Et quand j'ai plus de cash, je vends un appart. Et quand j'ai plus de cash, je vends un deuxième appart, etc. Et ça me permettait de vivre assez longtemps. Jusqu'à quel âge? Assez longtemps, en fait, ça permettait de vivre 80 ans de plus. Voilà. Ok. Donc ça allait. Et en fait, même ça permettait de vivre éternellement, a priori, parce qu'au bout d'un moment, les emprunts de deux appartes des deux derniers appartes étaient remboursés. Et du coup, le cash flow suffisait, quoi. Okay. Bon. Et sauf que voilà, ensuite, l'idée, c'est pas non plus de ne rien faire. Enfin, c'est juste que moi, j'ai besoin de me sentir utile. C'est un game. C'est juste que ça te faisait marrer, en fait. Non, ça me rassure. C'était une projection qui me rassurait. Je me dis, même si j'arrive vraiment pas à monter de side business ou autre, même si j'ai zéro, je peux quand même me libérer. Donc, go, j'y vais. Et du coup, ensuite, je développe un side business. Je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Okay. Et du coup, ce que j'ai eu envie de faire, et en fait, ça, j'ai créé mon activité en 2019 aussi, de coaching pour accompagner des gens, parce que en fait, mes proches, ma famille, mes amis venaient de plus en plus me voir pour me demander des conseils, voyant le succès que j'avais, notamment en immobilier, mais pas que, et l'intérêt que je portais à toutes ces questions, l'économie, la bourse, etc. Et je voyais que moi, ça me bottait grave, quoi, de leur répondre, de rentrer un peu dans leurs problématiques, d'optimiser leur situation, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire aussi mon activité. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et quelle est la différence entre un coach et un conseiller en gestion de patrimoine? Moi, du coup, j'ai pas de diplôme particulier, et surtout, je ne vends pas de produits. D'accord. Je suis pas intéressé à la vente de quoi que ce soit, et du coup, j'ai un conseil vraiment indépendant, on va dire. D'accord. Et donc, des gens te payent pour que tu analyses leur situation. C'est ça. Un par un, t'es pas en cours. Non, c'est vraiment personnalisé. Voilà. C'est pas un PDF que je te balance. Mais aussi, j'imagine. Je dirais plutôt un conseiller en gestion de... Je reprends, on va pas la couper non plus, ça va être un conseiller en gestion de patrimoine, il va plutôt essayer de t'aider à, entre guillemets, t'enrichir. Oui. Voilà, toi, tu vas plutôt essayer d'aider tes clients à se libérer, comme tu dis, du coup. Non, alors pas du tout. Comme tu dis, parce que se libérer, moi, alors je vais pas dire le travail rend libre parce que ce serait mal placé et que c'était la devise marquée à l'entrée d'Auschwitz, ce qui est absolument terrible. Cela dit, je pense que le travail est une bonne. Enfin, moi, ça me. Ouais, tout à fait. Et tu vois, moi-même, j'ai pas pu rester sans travailler très longtemps, parce que effectivement, on a envie de se sentir utile, de continuer à faire des choses, à créer, etc. Et du coup, non. Alors moi, c'est pas parce que je suis Fire que je pousse tous mes clients à le devenir Fire. Non, moi, mais j'imagine qu'ils viennent pas te voir en se disant ce mec, il va me faire rouler en Rolls, tu vois. Mais si, pourquoi pas. Enfin, ils savent pas forcément. Enfin, ok. Enfin, voilà, ils peuvent avoir des objectifs. Et de fait, j'ai des clients vraiment très variés, ce qui me plaît aussi beaucoup. Parce que voilà, je répète pas du tout toujours la même chose, et avec des objectifs très différents. Donc et pour l'instant, tu vois, j'ai eu qu'un seul qui m'a vraiment, qui connaissait le mouvement Fire et qui me disait, c'est un peu ça mon objectif, quoi. Comment ils te trouvent les clients? Par bouche à oreille, du coup? Ouais, le bouche à oreille. J'ai un petit peu de présence sur Internet. Mes finances, ma liberté sur Instagram. Ouais, je mettrai le lien, en effet. Et puis dessus, tu as un lien dans un Linktree, c'est ça, sur ton Insta. Et pour revenir là où tu en es aujourd'hui, tu habites où? Je suis en Limousin. En Limousin, d'accord. Donc, tu as acheté une autre résidence principale cette fois-ci? Oui, voilà. Voilà. Qui est une maison, j'imagine? Ouais, c'est ça. On est en maison à la campagne. C'est très différent de la vie qu'on avait avant. Ok. Ça coûte beaucoup moins cher ou ouais, d'accord. Ouais, ça faisait partie, quand on a déménagé, j'avais croisé tout un tas de cartes et pour savoir dans quel endroit on irait. Et l'une de ces cartes était la carte des prix immobiliers en France, quoi. Ok. Parce que de fait, on partait aussi avec cette contrainte-là, on pouvait pas acheter en Haute-Savoie, quoi. Ok.
Donc carte, c'était quoi, par exemple, distance de Paris Ouais, c'est ça, pas... proximité au transport, mais même pluviométrie, autre chose, parce que après, moi, j'avais aussi cette envie Tu l'as cette carte? Tu l'as quelque part? Ouais. Tu peux me la partager? Bien sûr. Ouais. Juste pour avoir même un framework, tu vois, mais c'est intéressant. Ok. Ça fait partie en effet de ces choses sur lesquelles tu peux coacher des gens, j'imagine. Donc les aider à prendre les paramètres qui sont pas que financiers ou... Ouais, pourquoi pas, s'ils veulent. Alors moi, pour l'instant, c'est pas le cas dans la clientèle que j'ai et les gens que j'accompagne. C'est plus vraiment sur des questions de finances, de fiscalité, d'immobilier, bourse. Voilà, comment gérer mon budget un peu quotidien. J'ai des personnes qui ont des revenus assez hauts. Il faudrait une carte comme ça sur le Bon Coin. Quoi. Pardon, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas con sur le Bon Coin, tu vois. Ouais. Tu pouvais mettre des choses. Enfin, tu pouvais d'autres paramètres. Ouais. Pluviométrie, distance d'un TGV, ensoleillement, ouais. Ok. J'arrive pas à me projeter sur le Limousin. D'ailleurs, non, mais la pluviométrie, l'ensoleillement, la distance, c'est quoi ta gare TGV la plus proche? Limoges, ouais, j'allais dire. Ouais. Enfin, TGV, c'est pas TGV, c'est ça le pire. Mais... Ah oui, ouais. C'est combien de temps de Paris, par exemple? C'est 3 heures. 3 heures, ok. Mais Paris n'étant pas le centre de la France. Non, mais c'est quand même. Toi, tu es parisien d'origine. Oui, tout à fait. Et du coup, il faut que je revienne aussi pour mes appartes de temps en temps. Ouais, parce que tu les gères en direct, évidemment. Ouais, je les gère en direct. Ça, tu dois économiser toutes les frictions qu'il peut y avoir. Tu dois pas avoir de gens qui gèrent pour toi. Oui, tout à fait. Alors, à part, voilà, on a des services de ménage, par exemple. Parce qu'ils sont en Airbnb? Non, c'est des colocs, mais des colocs un peu haut de gamme. Donc, on fournit tout. Ils ont juste à arriver avec leur valise. C'est du co-living ou pas exactement? Pas exactement. Tu peux. T'as pas une télé dans chaque chambre, quoi. J'ai pas une télé dans chaque chambre, non. Ok. Le critère qui permet non. T'as pas une salle de bain dans chaque chambre. Voilà, j'ai pas de billard ou de spa. T'as pas de salle de bain dans chaque chambre. Non. Pour moi, c'est plus ça la vraie différence qui fait le co-living potentiellement d'autres choses. Alors même certains co-living n'ont pas une salle de bain dans chaque chambre, mais je pense que c'est pour moi un trigger important. Mais ce qui est intéressant de voir aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est notamment sur le retour sur investissement, le fait d'avoir plusieurs locataires. Ça me fait penser aussi à cet autre épisode que j'avais fait sur les parkings, où en fait quand tu divises un parking en 3, tu gagnes plus que quand tu as un parking que tu loues à une seule personne. Une voiture. Donc diviser un parking en 3, c'est pour des motos, hein, évidemment, ou des 2 roues. Il va y avoir un sujet, je pense, là-dessus. Je suis sûr d'ailleurs prochainement sur les vélos, tu vois. Je pense que tu pourras diviser un parking peut-être en 8, tu vois, ou plus. Je suis sérieux, hein, des box dans Paris. En passant à la 3D. Non, ouais, 3D, pourquoi pas, t'as raison. Mais même, tu vois, combien tu mets de vélos dans un box dans lequel tu mets une voiture? Tu peux venir en mettre 8-10. Est-ce que t'es pas capable, sachant que tu te fais vraiment voler les vélos dans Paris, est-ce que tu peux pas, si c'est au pied de chez toi, tu louerais pas un truc 20 ou 30 balles par mois pour poser ton vélo? Tu vois, ouais. Et ben voilà. Bientôt, je vais investir. Bordel. Très bien. T'as fait des choses un peu exotiques justement dans ce style-là, non pas exactement là-dessus, mais dans tes tentatives d'invest ou dans tes réussites d'invest. Des choses exotiques, pas qui me viennent. Non, enfin, je pense que j'ai voulu toujours rester assez safe. Et ça pourrait surprendre certains parce que certains vraiment associent l'immobilier à quelque chose de risqué, alors que si on le fait bien, c'est solide comme la pierre. Mais du coup, ouais, sur la partie investissement financier, justement, c'est seulement dernièrement que je commence vraiment à vouloir diversifier. Donc faire du crowdfunding, de la crypto, etc. Crowdfunding, tu fais IMO ou IMO et surtout pas IMO, parce que l'idée c'est aussi de diversifier mon patrimoine qui est déjà très IMO, quoi. Ok. Sur quelle plateforme? Sur plein de plateformes. Du coup, j'ai une cinquantaine de comptes, donc en tout, enfin sur pas que crowdfunding. Et tu connais ton ticket moyen de crowdfunding, juste pour il est faible? Du coup, il est justement, je mets le ticket le plus bas possible pour être sur le plus de projets possible. Okay. Et donc, il y a des plateformes qui permettent d'investir à partir de 10 balles, 20 balles. Tu vas à 10 balles, ouais, vraiment? Ouais. Ok. Et juste c'est un cauchemar à gérer non, après, tout est fait automatique. Il faut juste être là, il faut cliquer au bon moment. Pour les impôts et tout, c'est pas ça, c'est pas compliqué. Non, t'as un IFU qui généralise le truc. Okay. Donc, et c'est pré-rempli, donc. Ok. Mais bon, tout ça sera pour l'année prochaine. C'est mauvais client pour eux, parce que quoi que l'IFU, ils doivent le générer automatiquement aussi. Ouais. Bon, combien tu gagnes aujourd'hui? Ouais, combien je gagne? Du coup, le cash flow IMO, j'avais fait une hypothèse de 0 et finalement, c'est assez proche de la réalité.
parce que j'ai eu le malheur de passer LMP. Avant, j'étais LMNP, loueur en meublé non professionnel. Je suis passé loueur en meublé professionnel. Alors ça, il faut l'expliquer. Moi, je sais pourquoi j'ai compris et je sais pourquoi en gros, tu passes LMP. Parce que tu gagnes plus d'argent. Oui, t'as compris. Donc, il y a juste 2 conditions. C'est que ton chiffre d'affaires, donc la somme de tes loyers annuels, soit supérieur à 23 000 euros et qu'il soit aussi supérieur aux autres revenus du foyer. Comme tes revenus du foyer sont très faibles. Ils ont baissé, avec mon départ d'EDF. Du coup, je suis devenu LMP. Donc, tu es devenu loueur meublé professionnel. Donc, une des martingales dans l'immobilier dont on parle tous, c'est loueur meublé non professionnel. Faut juste tous faire attention à ce que tu es en train de dire. C'est très important. C'est qu'à partir d'un moment, généralement, c'est plutôt quand tu commences à vraiment avoir un sérieux patrimoine immobilier, où en fait, ton LMNP, va falloir les prochains, par exemple, les prochaines acquisitions, faut les passer sous des SCI ou des choses comme ça, parce que sinon tu vas devenir loueur de meublé professionnel et là ça fait exploser ton imposition. L'imposition augmente. Alors pour être précis, c'est les charges sociales en fait. T'es plus imposé à la CSG et CRDS à 17,2, mais tu passes à la SSI, Sécurité sociale des indépendants, qui n'est pas un chiffre précis. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais en gros c'est entre 35, 40, 45%. Wow. Donc ça fait très très mal. En revanche, il y a des avantages. À la revente. Des revenus ou des plus-values des revenus. Des revenus. La vache. Enfin, des revenus, oui, du revenu local. Du résultat net. Non, du résultat imposé net. sur ton résultat net. Okay, imposé sur ton résultat net. Et, mais du coup, voilà, à côté, il y a des avantages à la revente sur les plus-values. Pareil, dans certaines conditions, si tu as plus de 5 ans d'activité en tant que loueur en meublé professionnel et que tu as moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires, tu es exonéré d'une partie des plus-values parce qu'il y a 2 plus-values différentes parce que du coup tu es imposé à la plus-value tu es considéré comme un professionnel. Donc c'est la plus-value des professionnels et non pas la plus-value des particuliers. Je savais pas ça. Donc voilà, c'est différent et donc il peut y avoir un avantage à passer LMP selon des stratégies bien précises. Moi c'était pas mon cas. Mais je savais que ça faisait partie j'avais prévu aussi dans mon tableur, je savais que ça faisait partie du truc, quoi. Est-ce que tu as prévu de pas me dire combien tu gagnes? Non, c'était le début de la réponse du coup. Le cash flow immobilier, on peut considérer que c'était zéro, parce que j'avais un cash flow positif, mais en fait j'ai 10 000 d'impôts derrière, donc ça annule. Zéro. Okay. Et du coup, moi je gagne un peu avec mon side business, quelques milliers d'euros par an. Ou tu vois, c'est très moins modeste. De 10 000. Ouais, en tout cas sur 21, ça a été moins de 10 000. 22, peut-être que ce sera au-dessus. Mais ouais, ça reste très modeste. En fait, je casse un peu les prix malheureusement. je demande pas très cher. Moi, je te dis, ça me botte vraiment de faire ça. Donc bon. Et voilà, c'est tout. Après, j'ai des placements financiers, mais ça va, ça vient, hein, comme tu sais. Et comme on en parlera peut-être. Et donc voilà. Il te rapporte rien si tu prends. Attends, on y viendra après. Mais donc du coup, là, on parle de revenus de 10 à 15 000 euros peut-être cette année, quoi, en gros. L'année dernière, moins de 10 000, une dizaine de milliers. Bon. Comme tu payes pas ta maison parce qu'elle est payée, c'est ça. T'as quand même des charges d'électricité, d'essence, de machin, de trucs, mais tu t'arrives à vivre avec ta femme qui doit peut-être gagner à peu près pareil, je dirais. Oui, c'est ça, un petit peu plus. Mais 25 000 total par an, à 2, à 3. Ouais. Enfin, à 2, ouais. À 3 avec l'enfant. Oui. Du coup, en revenu, on doit être autour de 30 000. Enfin, on devait être autour de 30 000, ou peut-être un peu plus. Mais moi, de toute façon, j'avais prévu dès le départ de taper dans mon cash pour vivre. Donc moi, tout ce que j'apporte en plus, c'est du cash dispo du passé, quoi. Ok. Voilà. Et enfin, tout ce que j'apporte en plus, c'est du bonus par rapport à mes prévisions qui étaient volontairement pessimistes. Mais donc voilà, tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien. Oui, en effet, sur cette poche, tu me dis épargne. Petit coup d'arrêt, voire plus depuis le début de l'année. Toi, tu l'avais pas vu venir comme tout le monde. Enfin, oui, bien sûr, je suis pas devin. Voilà. Donc, t'as perdu de l'argent, en tout cas hypothétique. T'as toujours tes actions ou je sais pas dans quoi tu es. Tu peux me raconter un peu et est-ce que ça met pas en péril? J'imagine que toi, tu traînes quand même sur des forums ou des endroits des groupes de Fire. Ça fout pas tout le truc par terre? Alors, non, c'est loin de foutre tout le truc par terre, mais seulement ça rappelle s'il en était besoin aux gens ou aux jeunes qui se lancent dans ce domaine-là, que voilà, la bourse, ça va, ça vient, il y a de la volatilité, il y a des crashs. Là, c'est encore un peu en limite, est-ce que c'est un crack ou pas? Mais donc c'est peut-être un bon rappel à la réalité que ce qu'on a connu depuis mai ou juin 2020 n'est pas du tout la norme
Ouais, pour ceux qui n'avaient pas vu Voilà. les cracks d'avant, en l'occurrence, qui disaient en fait la vérité, elle est pas dans l'immobilier, elle est pas dans ton side business, mais elle est vraiment dans la crypto. Oui. Typiquement, ça Voilà, me rappelle un petit, un rappel à la réalité qui peut être très dur parfois, mais c'est pour ça que on en revient toujours aux fondamentaux. Il faut diversifier, et moi c'est ce que j'ai fait en fait. Sur ma poche financière, je suis pas du tout 100% bourse. Donc oui, j'ai ma poche bourse a baissé, mais comme c'est pas du tout l'intégralité du truc, ça va quoi. Et tu la répartirais comment cette poche épargne tu me disais crowdfunding immobilier, bourse, crypto. Enfin, tu dirais que si tu me donnais des pourcentages sur. Ouais. En gros, j'ai quand même une bonne part de fonds euros parce que justement, mon rythme, ma nouvelle vie veut que je tape dans mon cash. Donc, j'ai besoin que ce soit disponible rapidement et que ce soit sûr, justement, que ce soit pas trop volatile. Donc, j'ai du fonds euro qui, malheureusement, correspond à perdre de l'argent aujourd'hui avec l'inflation qu'on a. Mais voilà, j'en suis conscient et je préfère. C'est le prix de la sécurité, on va dire. Le fonds euro, normalement, c'est des rendements à 1%. Ouais, ça, c'est 2% si tu choisis bien. Mais bon, voilà. Ok. Tu les trouves comment, où, ces fonds euros? C'est en assurance vie. C'est logé au sein d'une assurance vie. Et du coup, tu as plein d'assurances vie différentes. Quand tu dis que ça perd, c'est que notamment l'euro a perdu par rapport au dollar. Oui, alors notamment. C'est pas que ça. C'est pas directement lié à ça. Non, c'est juste. Ce sont des entreprises européennes dans le fond. Non, c'est des obligations d'État. Ok, oui, bien sûr. Okay. Du coup, c'est. Oui. C'est pas très élevé. Mais du coup, j'ai juste ça pour la poche sécuritaire. Et c'est juste que c'est un peu mieux qu'un livret A, quoi. Faut considérer que c'est juste un peu mieux qu'un livret A. Et d'ailleurs, bientôt, peut-être que ce sera moins bien parce que le livret A va augmenter. Bref. Donc, j'ai pas mal de ça quand même. Genre 50% peut-être de mon patrimoine financier. Je dois avoir 30% en bourse et 20% en crypto et crowdfunding. Ok. Tu viens de me rappeler que peut-être que bientôt on va redire que le livret A est un endroit intéressant où il faut aller. Tu sais, ce truc qu'on a tellement pas entendu tellement longtemps. Non, ça reste pas intéressant, mais si t'as du cash encore une fois qui doit juste attendre sur un compte, autant mettre, autant qu'il travaille un petit peu quoi. Tu traînes en effet sur ces, je te dis, groupes Fire à Donf. Qu'est-ce qui se dit là-dessus et qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que tu m'as dit parler de ces trois grandes familles? Il y a d'autres choses à savoir en ce moment? Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Enfin, on est dans un monde qui accélère dans ce domaine-là, dans le domaine financier aussi, les fintech, etc. Et donc, t'as les cryptos qui ont connu vraiment un boom de renommée, on va dire, depuis 2020. Mais la bourse aussi, les gens y reviennent, etc. T'as les NFT, donc il y a des choses nouvelles et les gens, il y a des gens qui se plongent un peu, peut-être de manière trop forte, enfin sans trop réfléchir dans ces trucs parce que il y a des promesses de gains élevés. Et de fait, il y a des gains élevés parfois, mais il y a aussi du coup des risques qui vont avec. Et dans les side business, il y a des nouveautés où tout le monde devient coach? Ah oui, voilà, le side business, on en parle. Mais du coup, non, alors le side business, justement, une fois que tu es libéré, enfin surtout si, imagine que tu fais comme moi, tu te dis, j'ai vraiment de quoi, je pourrais vivre éternellement avec ce que j'ai. Juste, si je fais autre chose et que c'est rémunéré, ça pourrait mettre du beurre dans les épinards, etc. C'est cool. Et donc, tu te mets à réfléchir et tu te dis, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je sais pas, moi, j'ai des potes qui veulent devenir Fire. Alors, ils sont assez éduqués et tout, hein. Elle veut passer un CAP, elle se dit, je passerai un CAP pâtissière, et voilà, parce que c'est vraiment un truc qui me botte. Et lui, il veut se mettre à faire du code, alors que c'est pas du tout son truc de départ, quoi. Donc c'est plus, ça peut être tout métier, en fait. Tout métier peut devenir un side business à partir du moment où tu le fais vraiment plus du tout sous la contrainte de devoir ramener de l'argent pour manger, mais vraiment pour le plaisir et aussi avec un... Moi, je suis Fire, en fait. Je bosse comme un yinche, mais... Voilà. Justement, j'allais parler du volume horaire aussi. Peut-être que le volume horaire est quand même une notion aussi à prendre en compte. Si ça devient une contrainte, en termes de choses à faire ou de volume horaire, on peut considérer que c'est plus tout à fait Fire, mais bon, on s'en fiche un peu aussi, quoi. Avoir des enfants, c'est une contrainte aussi, hein, tu vois. Ouais, et un plaisir selon les heures de la journée. Ouais, selon les heures de la journée, puis selon les mentalités. Moi, c'est aussi un plaisir, mais le dimanche soir, souvent, c'est une contrainte, tu vois. Je l'admets. Non, mais c'est vrai que finalement, il y a une. En fait, ce qui interpelle dans ce que tu dis, c'est que typiquement un pâtissier. J'ai du mal à voir comment tu peux devenir pâtissier Fire, tu vois, un pâtissier. Tu deviens Fire et ensuite tu deviens. Oui, mais si tu deviens pâtissier à la fin. C'est juste que tu as changé de voie, en fait. Mais un pâtissier, il peut pas être pâtissier en carton.
tu peux vendre 4 gâteaux par jour, tu vois, mais enfin, faut payer soit tu les vends sur Internet. Mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, tu fais ton activité, tu fais ton activité, où tu deviens freelance, justement, pour... Mais je reviens là-dessus, pour aller jusqu'au bout de ma pensée. Être freelance et te dire, je vais faire du graphisme 2 jours par semaine, je comprends. Ouais. Être pâtissier et te dire, je vais vendre 8 gâteaux par semaine, je comprends pas. Oui, l'amortissement des machines. Des machines, des locaux. Ouais. Des locaux. Potentiellement, faut quand même souvent une vitrine parce que les vendre en ligne, c'est bien joli, mais c'est pas si simple. Tu vois, c'est souvent un business très local. Donc, voilà, pour ta copine qui veut devenir pâtissière, je pose la question, tu vois. Je pense que c'est peut-être adapté à certains oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés, métiers digitaux, nomades. Du coup, voilà, j'ai pas cité ceux qui sont les plus évidents, mais c'est ça, c'est rédacteur web, influenceur, enfin, t'aimes bien voyager, parce que justement, Fire, souvent, ils aiment bien, on devient digital nomade, on blogueur de voyage, ça, c'est les trucs vraiment classiques, ou web, quoi, tous les métiers du web. Après, ce qui marche aussi avec ce que tu dis, potentiellement, et je vais revenir même et me contredire moi-même sur le côté pâtisserie, c'est que quand tu fais quelque chose qui te plaît et que tu es très fort dedans, tu peux vendre des choses très chères. Je cherchais ce terme l'autre jour, je m'en suis souvenu après, le contouring, tu vois, un truc tu vois ce que c'est le contouring ou pas? Non. Le contouring, c'est un truc qui existe de plus en plus tu trouves ça sur Internet, mais en fait, ce sont des gens qui, ils vont pas rénover ta voiture. Enfin, si, c'est un peu ça. Ils vont prendre ta voiture et ils vont te la rendre neuve, en fait. C'est pas un truc où ils vont te la rendre plus vintage. Ils ne la transforment pas. Ils te la rendent pareil qu'elle était quand elle était neuve, tu vois. Et donc, tu as des tas de techniques pour enlever les rayures. T'en faut peindre, t'en machin, et puis nettoyer le cuir de tes trucs. Alors, évidemment, si tu le fais sur des Porsche qui valent cher ou des Ferrari des Testarossa de 88, ça va coûter beaucoup plus cher que si tu le fais sur mais encore, j'allais dire une R5, mais une R5, faut faire attention, ça peut valoir très cher, tu vois. Et en fait, sur ce genre de truc, quand t'as des gens passionnés qui kiffent le faire, ils vont te vendre ça à une fortune, mais littéralement un bras, en fait. Parce que les gens qui vont faire ça, en l'occurrence, c'est des gens qui ont soit des grosses belles voitures, soit des voitures de collection. Ouais. Et donc, du coup, tu fais ça bien, tu kiffes faire ça sur des voitures, ou des beaux gâteaux, et voilà, et j'ai une copine, je crois que c'est mes beaux gâteaux, ou Amandine Orion, on doit pouvoir trouver ça, qui a quitté Facebook et des grosses boîtes comme ça pour faire des gâteaux, et elle cartonne aujourd'hui. Voilà. Mais je peux pas qualifier ça d'un side business. En revanche, tu peux te dire, moi, mes gâteaux, ils coûtent 8 fois plus cher que partout ailleurs, j'en vends 8 fois moins, mais ils sont 8 fois meilleurs et 8 fois plus beaux, tu vois, aussi, c'est possible, peut-être. Bon, voilà, c'est une belle tirade sur les gâteaux. Très clair, écoute, c'est intéressant. Ma remarque après sur la libération, elle est là en fait. Et évidemment, c'est toujours un peu est-ce qu'on est rentier retraité? Est-ce qu'on continue à travailler? Est-ce que c'est juste en fait se recentrer Ouais, ou une reconversion, ouais. Tu peux appeler ça comme tu veux. Effectivement, ça sert à rien de mettre des cases et d'avoir des frontières très vite. Non, ce qui est intéressant dans la reconversion, ce que tu dis, c'est qu'une reconversion, de temps en temps, tu te foires sur une reconversion. Et si tu t'es planté sur ta reconversion, en fait, on va dire, mec, t'as eu ta chance, tu t'es reconverti, maintenant t'es kéblo dans ton nouveau truc, ferme ta gueule et reste-y, tu vois. Alors que quand t'es libre, c'est ça, ouais. Entre guillemets, tu peux échouer, tu peux échouer, tu peux rebondir, une deuxième, t'as fait tes gâteaux, tu t'es foiré, c'est pas grave. Que faire des gâteaux va te plaire et puis finalement non, et du coup tu fais autre chose. Okay. C'est vraiment cette potentialité qu'offre le fait d'être indépendant financièrement. Très clair. Écoute, tu vas retourner dans le Limousin, t'as pris des billets en seconde classe, pas cher, j'espère. T'inquiète pas, j'ai assuré. T'as pas dormi à l'hôtel les nuits dernières, j'espère. Non, t'inquiète. Très bien, écoute. Putain, ça fait toujours quand même. C'est quand même cool d'avoir une belle chambre d'hôtel de temps en temps aussi. Non, mais tu arrives à profiter. Ça m'arrive. Ça t'arrive, c'est vrai. Ouais, justement, les voyages, c'était un truc qui nous plaisait beaucoup avec ma femme, donc on s'est pas privé là-dessus. Ok. Il y a un lien frugalité, écologie. Il y en a un évidemment dans la consommation, il y en a un, mais. Ouais. Moi, il se trouve que je suis venu de là. Enfin, effectivement, j'étais frugal, comme tu disais, sans le savoir, enfin, sans faire d'efforts. Et en plus, moi, il y avait la conscience environnementale qui venait là. Donc, je m'aperçois que je dis ça juste après avoir dit qu'on a pas mal voyagé. Mais tu vois, selon tous les calculs, l'empreinte carbone par tête, etc., entre pas mal voyager énormément, et puis faire pas beaucoup de voyages d'affaires, etc., dépasser
la consommation moyenne d'un occidental ou français même moyen, tu dois être quand même bien en dessous malgré tout. Ouais, tout à fait. Ouais, surtout aujourd'hui, ouais, c'est clair. Donc ouais, il peut y avoir un lien. Oui. Bon, qu'est-ce que tu peux répondre à ma question fétiche de quelle est ta martingale à toi, Guillaume? Ouais, et donc j'ai pas le droit de répondre d'immobilier, évidemment. Bah non. La location meublée, immobilier. Ouais. Non, mais je vais justement lié au FIRE, je vais te répondre la consommation du capital, parce que du coup moi ça a été ma stratégie pour devenir FIRE le plus tôt possible. Je me suis dit je vais manger, je vais vivre sur la bête quoi. Je vais manger petit à petit mon capital. Et c'est finalement pas forcément mainstream, même je veux dire clairement, j'adore au sein du mouvement FIRE, parce qu'au sein du mouvement FIRE, le truc vraiment classique, donc le Graal, c'est de garder ton capital, quoi. Voilà, avec à la mode US, c'est du coup très bourse, très axé bourse, et c'est le 4% rule, donc la règle des 4%, où tu dis j'arrive à atteindre 1 million de patrimoine, je mets tout ça qui est intégralement en bourse, et du coup ça va me servir, je peux me piocher dedans 4%, donc 40 000 par an, vivre avec si ces 40 000 me conviennent. Et ça a une durée de vie infinie d'après les études, etc. Sauf catastrophe. Bon. Mais voilà, donc préservation du capital, voire même, du coup, très bonne probabilité que ce soit une forte augmentation du capital. Et en fait, pour partir plus vite, tu peux aussi te dire, je vais consommer mon capital. Et tu vas plus vite, c'est un petit peu plus risqué, voire pas mal plus risqué. Mais si tu fais bien les choses et si tu prends des garde-fous et si surtout tu te dis, au pire, si vraiment ça marche pas, je retourne bosser. Voilà, ça le fait. Et du coup, ça permet vraiment d'accélérer le truc. Et... Parce que c'est plus difficile, en effet. Le concept, c'est de te dire, si je prends 1 million et que je prends 50 000 par an et que j'en consomme 50 000 par an, je peux arriver à 20 ans et il te reste 0 normalement. Alors bon, en revanche, ce million est quand même placé aussi. Oui, il est placé, donc c'est pour ça que quand tu prends 4%, normalement, tu as vraiment de très très bonnes chances. Alors, quelle est la différence finalement si tu le consommes? Ça veut dire que tu vas prendre plus que 4%? Ça veut dire que voilà, tu prends plus que 4%. Okay. Et moi, en l'occurrence, c'était bien plus. Okay. Mais voilà, je me suis dit, ça permet d'être FIRE plus tôt. Et ensuite, voilà, au pire. De dire, je vends un appart plutôt que de je garde en attendant. Je vends mes apparts. J'attends pas d'avoir suffisamment d'appart pour avoir un cash flow de 1500 ou 2000 euros qui correspond à mon train de vie, quoi. Donc voilà, la consommation du capital. Pensez à ça pour éventuellement trouver des stratégies alternatives qui permettent d'aller plus vite. Écoute, très clair. Merci pour tous ces partages. On te suit donc sur Mes Finances, Ma Liberté. Alors Instagram.com/mesfinancesmaliberté. Je mettrai le lien évidemment sur sur lamartingale.io. Aussi, on l'enverra évidemment sur la newsletter de La Martingale. Voilà, on t'appelle si on veut. Tu donnerais ton adresse mail là? Ouais. guillaumeangot@gmail.com. guillaumeangot@gmail.com avec un T à la fin. Ouais. Voilà, comme ça si on veut te contacter. LinkedIn un peu? J'ai un profil LinkedIn, aussi, mais je suis pas très pour te contacter. Ouais. Et puis voilà, merci en tout cas pour cette approche. Lean, Fire, ça va. Je suis moins stressé qu'au début. Je vois que tu sais quand même te faire plaisir. T'as l'air heureux. T'es heureux? Ouais, mais je suis super heureux. Ouais. T'es plus heureux qu'avant? T'étais malheureux en travaillant? Non, j'étais pas malheureux. Et je suis pas non plus je suis pas malheureux non plus en étant libéré, mais quand je repense à avant, parce que justement je suis parti, comme je t'ai dit, je suis parti en congé création d'entreprise, donc chaque année j'ai la possibilité de revenir en fait à EDF. Jusqu'à quand? C'est renouvelable 4 fois. Okay. Donc et à chaque fois, enfin justement quand j'y pense à ça, je me fais mais non quoi, pour rien au monde, enfin là on est vraiment super bien, donc ouais, je suis heureux. Et tu dirais que tu bosses combien d'heures par semaine? Je pense que je bosse une bonne dizaine d'heures par semaine, un petit peu sur mon patrimoine. Une bonne dizaine d'heures par semaine. Voilà, quand même. Wow, ouf. Et un petit peu sur mon patrimoine et principalement avec les personnes que j'accompagne. Donc la bonne dizaine d'heures, c'est au total, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ah vache, 2 heures par jour, c'est chaud. Hein. T'as des horaires précis? Tu te dis entre 14h et 16h? Non, je fais ça un peu tout le temps. Un peu tout le temps ou un peu jamais, sinon. Mais parce que voilà, aussi ça dépend. Tu vois, ça m'amuse vachement de lire du contenu sur l'économie, la finance, la bourse, etc. Et ça, je le compte pas dans le travail. C'est vrai. La martingale, si vous comptez ça dans vos heures de travail, ça fait. Ouais. Moi, je fais mon potager en t'écoutant. Voilà. C'est bien.
sinon, et grâce à ça, tes légumes et tes fruits poussent, tes légumes surtout poussent certainement. mieux. C'est de la musique clairement. à leurs oreilles. Je sais, ouais, bon, j'arrête de déconner là-dessus. Merci pour toute cette transparence. Bon retour dans le Limousin, dans ton TER du coup. Et en seconde. Là, je voyage en seconde aussi, essentiellement, pas toujours. Merci à vous pour cette fidélité. Je sais pas pourquoi vous êtes encore là après autant. Non, je sais. C'est super de voir aussi plein de profils différents. Et moi, j'aime aussi beaucoup avoir cette chance avec la martingale. Sachant que je trouve pas ça... Pardon, j'en rigole tout ça, mais je trouve pas ça ridicule du tout. Je pense que cette consommation effrénée, tu sais, hier, je me disais, j'ai envie d'écrire un article sur le nouvel aquarium. Alors, rien à voir avec un épisode que j'ai fait avec Nicolas Aignan, qui est super l'année dernière, je vous recommande sur Génération It Yourself, mais juste que chez moi, j'ai un petit poisson rouge qu'on a gagné un jour dans une fête foraine ou je sais pas quoi, mais qu'on n'a jamais voulu. Puis il avait un petit aquarium rond, et puis tout le monde nous disait il faut pas le mettre dans un aquarium rond, il est pas bien dans cet aquarium rond, etc. Et puis je dis qu'est-ce que je sais pas. En fait, je pensais quand même que des conneries de gens qui vendent des. Alors là, je vais recevoir des messages en me disant non, tu maltraites les animaux, mais j'adore les animaux vraiment. Hein. Mais et du coup, on lui a acheté un nouvel aquarium avec, tu sais, un truc qui filtre, avec dedans des filtres qu'il faut changer évidemment tous les 2 mois parce que sinon c'est trop beau, puis qui coûte $1,50, et puis machin. Et je me suis dit mais en fait, pourquoi donc, tu vois, ce poisson, on l'avait depuis 3 ans et demi. Même plus, je crois, dans son ancien aquarium. Il était très heureux. Il tournait en rond peut-être, mais il avait pas l'air d'être malheureux. Enfin, je sais pas comment tu juges du bonheur du poisson. Mais tu vois, et en fait, aujourd'hui, en fait, c'est juste il faut changer l'aquarium une fois de temps en temps. C'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Où je veux en venir, c'est qu'il faut toujours te payer un nouveau truc pour upgrader l'aquarium, pour upgrader le machin. Et tu te dis, mais so what, tu vois? Ouais, ça n'a pas de fin. Et puis ça n'a pas de sens en plus. Donc voilà. Donc je dis juste qu'en effet, je pense que c'est intéressant d'explorer la frugalité. Le but de la martingale, je le rappelle souvent, est pas du tout de s'enrichir envers et contre tout, mais plutôt aussi de parfois réfléchir à quoi sert notre argent, comment bien s'en servir, comment bien se fixer des objectifs dans la vie. C'est ça en fait. Et quels sont tes objectifs de vie? Et toi, tu t'es fixé des beaux objectifs. Ça peut être 10 millions pour certains. Exactement. Si ton objectif c'est d'avoir 10 Ferrari, moi je suis ok avec ça. Ouais. C'est le tien, voilà. Et un Falcon 900. Fine, si tu y arrives grâce à moi, tu m'emmèneras faire un petit tour, et puis tu me prêteras une Ferrari, mais voilà, toi, je viendrai avec toi. Voilà, si tu viens en Limousin, 11 secondes dans le TER. Allez, j'arrête, salut. Merci Guillaume, ciao. Avec plaisir, ciao. Et oubliez pas de partager ces épisodes, hein. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.